Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition gamer qui sera consacrée aujourd'hui au jeu Star Wars Squadron. Je suis Julien et ce soir, pour m'accompagner, je suis avec mon wingman Jean-François. Salut Jeff. Salut Julien, bonsoir à tous. Bon Jean-François, quoi de neuf côté geek et Star Wars ? Pas grand chose, vraiment pas grand chose. Côté Star Wars, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'attends Mandalorian qui sort vendredi. Sinon, côté geek non plus, c'est assez tranquille, très occupé au travail, donc c'est très très tranquille côté geek cette semaine. Et de ton côté? Moi de mon côté, j'ai un nouvel ordinateur, donc je suis tout content, tout joisse. J'enregistre dans un nouveau setup. J'espère que tout va bien se passer. Et puis, je rattrape désespérément mon retard sur mes BD Delcourt de Star Wars. Donc les Star Wars Legends, là, qu'il faut que je rattrape avant que Delcourt ne vende plus rien. Donc c'est ça, je m'amuse à recevoir des commandes. J'ai reçu une commande aujourd'hui d'une dizaine de BD qui vient direct de France, parce qu'on ne les trouve pas au Québec. Voilà, je complète ma collection. Ah, c'est cool ça. Absolument. Alors, on vous rappelle, on a quelques émissions récentes qui sont sorties, des Star Wars en direct littérature. Le premier, c'est sur le comics Dark Vador Sombre Vision. Et le deuxième, c'est sur Throne Ascendi et Chaos Rising. Donc, si jamais vous êtes fan de littérature, n'hésitez pas à aller les écouter. Je suis sûr que nos collègues ont fait du super boulot. Alors, si jamais vous souhaitez participer avec nous, comme le fait actuellement Dragon Elvish à notre édition en direct, vous pouvez joindre notre communauté sur notre serveur Discord. On a plein de chatrooms avec plein de sujets pour discuter avec plein de fans de Star Wars du monde entier. Donc rejoignez-nous, et si jamais par ces temps de confinement vous souhaitez vous faire un petit peu de plaisir dans vos petits cœurs avec du Star Wars et des produits dérivés, eh bien sachez qu'on a toujours notre boutique avec des t-shirts, des mugs, des coussins et autres joyeusetés. Donc n'hésitez pas, surtout que Noël approche. Et puis envoyez-nous les photos, comme ça on vous verra. Alors on est parti pour notre sujet principal et on passe maintenant en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et donc, on aborde notre sujet principal, un Star Wars en direct gamer, qui est consacré à un jeu vidéo. Eh bien, on commence à en prendre l'habitude, hein, Jean-François, puisque on a été gâtés cette année avec du jeu vidéo Star Wars. Surprenant. Et cette fois-ci, ouais, c'est assez surprenant, mais cette fois-ci, on va parler du jeu Star Wars Squadron, un jeu de bataille spatiale qui ne peut que ravir mon petit cœur de fan. Alors déjà, Jean-François, sur quoi tu as joué à Star Wars Squadron ? J'ai fait la campagne. J'ai aussi joué le multijoueur. J'ai aimé, j'ai peut-être trop joué. Donc j'ai essayé de pas y toucher. J'ai pas touché depuis quelques semaines, je dirais. Fait que là, je me suis dit hier, pas hier, mais avant-hier, pour me préparer pour l'épisode, je vais rejouer un petit peu. Et les serveurs étaient bons, il y a pas grand monde qui jouait. Donc je sais pas si c'est un signe comme quoi que... Sûr. Pardon? Moi j'ai pas eu de problème ces derniers temps. Ah oui? Ah ok. Ouais. Ben c'est peut-être moi. J'étais là, ça veut-tu déjà dire qu'il y a plus personne qui joue ou... je sais pas. C'était peut-être juste l'heure que j'ai décidé de jouer, il y avait juste pas grand monde qui jouait. C'est peut-être juste ça. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars Squadron, on va revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est Star Wars Squadron. Eh bien, Star Wars Squadron, c'est un jeu de guerre spatiale, donc un jeu dans lequel vous pilotez les vaisseaux, qui a été développé par Motif Studio et publié par les heureux possesseurs de la licence Star Wars pour le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire Electronic Arts.
Donc le jeu est sorti sur ordinateur, PlayStation 4, Xbox One, et il est sorti le 2 octobre, il y a donc presque un mois, au moment où on enregistre, et vous avez une campagne solo et un mode multijoueur. Alors initialement, le jeu avait été prévu, du moins les développeurs avaient prévu leur campagne pour Battlefront 2, sauf que leur proposition était quand même assez aboutie et ils ont donc été pas choisis pour faire la campagne solo de Battlefront 2, mais ils ont été mis sur ce projet Star Wars Squadron. Le jeu a été révélé le 15 juin 2020, donc révélé le 15 juin pour une sortie le 2 octobre, c'est pas commun. En tout cas, c'est pas commun pour Electronic Arts de sortir un jeu aussi rapidement après l'annonce. Et donc la particularité de ce jeu, c'est que comme c'est du combat spatial, vous ne pouvez prendre possession que du cockpit, il n'y a pas de vue externe, et cela s'est fait a priori pour faciliter le jeu via la réalité virtuelle, donc tous les casques VR. Donc si vous avez un casque VR sur PlayStation 4 ou sur ordinateur, à vous les joies du pilotage à travers le casque. Et si jamais vous avez la chance d'avoir les fameux joysticks OTAS, donc c'est ces joysticks assez évolués pour faire tout ce qui est pilotage, je pense que vous allez vous en donner à cœur joie. Alors on avait dit que, donc, comme on disait, on a une campagne solo qui fait à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, une dizaine d'heures, entre 8 et 10 heures à peu près, c'est 13 missions. Ouais. Est-ce que tu es capable de nous en donner un petit peu le plot sans nous donner le twist? Ah, ok. Moi, j'y allais vraiment en détail, mais si tu veux pas... Ah, t'y allais avec le détail. Ah ouais, bon, vas-y, okay. Envoie le détail, ça fait un mois, je pense qu'il y a prescription. Donc, possible spoilers, donc si vous voulez pas savoir ce qui se passe dans la campagne, bouchez vos oreilles pendant les 5 prochaines minutes. Sinon, je vais y aller avec la campagne en détail. Donc, Star Wars Squadron commence avec un capitaine qui s'appelle le capitaine Javs, qui arrive avec son escouade de chasseurs TIE. Ils sont chargés de traquer et de détruire un groupe de réfugiés qui tentent de trouver un abri après la destruction d'Alderaan. Donc, c'est des réfugiés d'Alderaan. Et pendant la recherche, Javs utilise une attaque surprise comme sa chance pour s'échapper de l'Empire et de faire défection vers la rébellion. Ses efforts sont couronnés de succès et ses coéquipiers sont déconcertés. Ensuite, c'est 5 ans qui se passent entre la première mission, entre le prologue, si je peux dire, puis la première mission. On fait face à un escadron de jeunes aviateurs. Donc, le capitaine Javs a reçu le commandement de l'escadron Vanguard. Et une nouvelle mission... Du côté de la République, cette fois-ci. Oui, du côté de la République, exactement. Et la nouvelle mission qui est appelée le projet Starhawk. Donc, lors du briefing de la mission, l'équipe est informée que l'Empire a brouillé les communications, mais personne ne sait pourquoi. Donc, Vanguard est chargé d'aller là-bas et de détruire les navires qui sont responsables du brouillage des communications, tout en cherchant, espérons-le, pourquoi ils ont fait cela. Il s'avère que le brouillage était une mise en place pour une embuscade. L'équipe a du mal à trouver les vaisseaux brouilleurs, mais est capable de scanner l'épave et de trouver leur cap. Ils réussissent à ce moment-là à retourner à la base. Ensuite, Wedge Antilles de Rogue Squadron va voir Vanguard pour les aider à voler un Star Destroyer intact qui est nécessaire pour le projet Starhawk. Donc, Vanguard et Rogue Squadron et Wedge Antilles combattent côte à côte pour fournir une couverture aux équipes terrestres qui tentent de monter à bord du Star Destroyer et prendre le contrôle du vaisseau. L'opération est réussie, mais il y a un hic sur le chemin de retour. Le navire tombe soudainement hors de l'hyperespace et l'Empire tente de le récupérer. La mission suivante, on est dans le cockpit d'un A-Wing et on tente de sauver la situation et de faire redémarrer l'hyperespace du Star Destroyer. L'équipe s'échappe à peine avec le navire volé intact. Donc, le projet Starhawk se révèle être une super arme développée par la rébellion dans le but d'annihiler l'Empire. Le projet nécessite que plusieurs navires impériaux soient volés et récupérés pour récupérer les pièces.
Donc, pendant ce temps, l'Empire tente de comprendre ce qu'est exactement le projet Starhawk et ils n'ont pas réussi à arrêter les rebelles à 2 reprises et ont maintenant chargé le capitaine Kirill d'éliminer Javs et son projet. Donc, Kirill était un ami proche de Javs quand Javs était avec l'Empire. Elle ne semble pas opposée à la mortalité, ou pas à la mortalité, mais à la moralité de tuer son ancien ami. Elle veut sa mortalité, justement. Moi, c'est juste... C'est ça. J'ai mis le mot on est dans ce contexte. Voilà, on est dans ce contexte de mon Dieu, mon ennemi a déserté, je veux le tuer. C'est ça. Donc, Kirill ordonne à l'escadron Titan de sauver un espion impérial derrière les lignes ennemies qui a des informations sur le projet Starhawk. L'espion est situé dans un avant-poste du territoire rebelle, donc l'escadron Titan doit être précis s'il veut entrer et sortir en toute sécurité. L'escadron Titan arrive et élimine rapidement les défenses de l'avant-poste. L'espion est arrêté et les escouades impériales tentent de s'échapper. Après beaucoup de résistance de la part des rebelles, l'escadron Titan est capable de partir et retourner à la base. Les renseignements recueillis par l'espion s'avèrent précieux pour l'Empire. Un convoi d'ingénieurs rebelles est en route vers la base de Starhawk pour aider à la construction. L'escadron Titan est chargé de suivre le convoi et d'utiliser sa trajectoire pour trouver la base cachée sans alerter les rebelles. Au cours de la mission, un autre capitaine impérial interfère et tente de tuer le convoi rebelle avant que leur emplacement dans le saut hyperespace ne puisse être localisé. L'escadron Titan est capable de trouver les coordonnées de l'emplacement général du Starhawk, mais ne parvient pas à obtenir toutes les informations nécessaires. Ils détruisent le convoi, tuant tous les ingénieurs rebelles. La subtilité et la délicatesse impériale. Et voilà, oui. De retour sur la base rebelle, le capitaine Javs raconte à son équipage que la capitaine Kirill et leur temps ensemble durant l'Empire. L'escadron Titan est chargé de détruire un poste d'écoute appartenant à l'Empire. Cette action vise à tromper l'Empire en lui faisant croire qu'il y a quelque chose que les rebelles essaient de cacher près de ladite base et de prendre l'appât. Donc, l'escadron Vanguard... Donc, c'est bien les rebelles qui vont détruire l'avant-poste. Oui, c'est ça. L'escadron Vanguard réussit cette opération dans une série de frappes coordonnées sur les points les plus faibles de la base, et à l'insu, le prototype Starhawk est terminé. Le plan de les attirer dans le piège et de tester le prototype en détruisant les navires impériaux. L'escadron Titan attire les navires impériaux et le Starhawk est activé. Et pendant l'attaque, les impériaux font une évasion imprudente. Le navire de la capitaine Kirill saute dans un système appartenant à l'Empire. L'équipage du capitaine Kirill n'obtient pas d'aide de la part des autres équipes impériales et commence donc un plan pour voler les fournitures dont ils ont besoin et sortir de là avant une autre attaque rebelle. Leur trahison reste inconnue jusqu'à la dernière minute. Kirill réussit à faire sortir son peuple de là et entreprend de faire une autre tentative pour détruire Starhawk. Ils mettent en œuvre un plan pour que les rebelles quittent le Starhawk sans surveillance et réussissent. L'Empire converge vers le Starhawk et l'empêche de se mettre en sécurité. Les rebelles tentent de survivre en effectuant une attaque prudente sur la flotte de l'Empire, et l'Empire les emprisonne dans une dangereuse nébuleuse dans le but de détruire le Starhawk et d'éliminer toutes les personnes qui l'ont construit. Alors que de nombreuses troupes rebelles ne savaient pas comment le capitaine Javs prévoyait sauver la situation, il est déclaré que sauver les personnes impliquées est finalement plus important que sauver le Starhawk. L'Empire réussit ses attaques contre le Starhawk et finit par désactiver le vaisseau du capitaine Javs dans le processus. La rébellion retourne au Starhawk pour constater que le capitaine Javs a survécu à l'attaque et peut les aider à s'enfuir en toute sécurité. Ce qui semblait être une perte majeure pour la rébellion s'est avéré être une tentative réussie de sauver des vies. Alors que le prototype Starhawk a été détruit, le projet Starhawk vit grâce à ses nombreux membres. Et donc, le jeu Squadron se termine avec le renouvellement des efforts des rebelles pour lutter contre l'oppression de l'Empire et se reconstruire plus fort que jamais. Et c'est ça l'histoire de la campagne de Squadron.
En gros, la campagne de Squadron se termine par les deux camps ont gagné et vous avez une bonne propagande à la fin qui est faite pour que vous vous engagiez vers l'un ou l'autre des camps. Ouais. Puisque tu as cette dualité dans Squadron qui est je joue les rebelles, je joue l'Empire, je joue les rebelles, je joue l'Empire. Donc c'est assez intéressant quand même de ce point de vue-là. Ouais, effectivement. Donc ça c'était l'histoire. Donc en fait finalement une histoire relativement classique d'un méchant qui trahit son camp pour aller du côté des gentils. Mettez des guillemets où vous voulez. Si vous considérez les rebelles comme des gentils, les impériaux comme des méchants, vous le voyez comme vous voulez. Mais c'est un peu une histoire assez classique avec d'ailleurs la super arme finalement qui est du côté rebelle. C'est assez ironique dans cette histoire puisque l'histoire de Star Wars nous amène toujours à des super armes impériales et là la super arme est rebelle. Ouais, c'est ça. Effectivement. Bon, par contre la manière de les détruire c'est toujours la même. On rentre dedans au milieu, on casse le truc au milieu et on ressort. Ouais. D'un point de vue gameplay, en fait comme on vous l'explique depuis le début, c'est un shooter spatial, c'est-à-dire c'est une simulation spatiale, entre guillemets, dans lequel vous pilotez des vaisseaux. Et vous avez une vue seulement à l'intérieur du cockpit. Et vous pouvez choisir, suivant les missions, et si vous faites du multijoueur, n'importe quand dans multijoueur, vous pouvez choisir entre 4 classes de chasseurs. Alors vous avez le chasseur taille ou le X-Wing, qui est le chasseur un peu d'attaque, le chasseur polyvalent, on va appeler ça comme ça. Vous avez le bombardier, donc le bombardier taille et le Y-Wing, donc le Y-Wing pour les Français, qui sont les bombardiers, qui sont mes vaisseaux préférés, je dois l'avouer, qui sont là plus pour faire des gros dégâts sur les grosses structures, avec des bombes, avec des multimissiles, avec plus de blindage. Vous avez le A-Wing et le TIE Interceptor, qui sont les chasseurs avec un bouclier, avec un blindage plus faible, une vitesse accrue et des tirs un petit peu plus lourds au niveau un peu plus puissants. Et le dernier, c'est un vaisseau de support, pas évident à piloter. Vous avez d'un côté le V-Wing et de l'autre côté, vous avez le TIE Reaper. Donc ces deux vaisseaux ici qui ont pour objectif de ravitailler vos alliés, de soigner vos alliés, de bloquer vos adversaires, de les désactiver, etc., etc. C'est vraiment un vaisseau de support, c'est pas du tout fait pour des dégâts, bien que vous puissiez détruire des adversaires, c'est pas l'objectif, et vous allez voir, c'est assez complexe, parce que c'est un gros vaisseau, comparé aux autres, et donc plus facilement une cible, en fait. Si vos alliés vous couvrent pas, ça va devenir assez compliqué pour vous. Donc ça, c'est par rapport aux chasseurs, aux véhicules que vous pouvez piloter, il y en a que 4 de chaque côté. Donc malgré tous les vaisseaux qui existent dans Star Wars, ils ont décidé de se concentrer sur ces 4-là, sûrement pour faire un peu d'équilibrage. Pour chaque vaisseau, vous pouvez évidemment choisir de l'armement, donc des lasers, des bombes, des missiles, changer le bouclier, changer la coque, bref, vous avez plein de petites customisations qui sont possibles. Pour ceux qui jouent à Call of Duty, c'est un peu comme si vous changez les workloads, donc votre arme, vos munitions, etc. C'est un peu le même principe, ça va vous donner des bonus, des malus, en fonction des modifications que vous allez choisir. La petite particularité du jeu, ce qui rend ce côté un petit peu plus simulation, c'est que à l'intérieur du jeu, vous avez une gestion, on va dire, de l'énergie. C'est-à-dire que votre vaisseau produit de l'énergie de manière régulière, que vous ne voyez pas, ça ne se matérialise pas, mais cette énergie est dirigée vers 2 ou 3 postes dans votre vaisseau. C'est-à-dire soit les moteurs, soit l'armement et, pour les rebelles, le bouclier. Donc, vous pouvez choisir à tout moment de mettre plus ou moins de puissance en fonction de la situation et de ce que vous souhaitez faire. Vous avez un mode par défaut qui est tous les postes s'alimentent de manière régulière mais un petit peu. Si vous allez vous retrouver loin du champ de bataille, vous allez mettre plus de puissance dans les moteurs, ça va vous permettre de vous donner un boost puis d'accélérer plus vite. Si vous êtes en plein combat et que vous avez besoin de force de frappe, vous allez mettre la puissance sur les lasers, ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie régulière pour pouvoir tirer. Et si vous êtes mal pris, si vous êtes impérial, vous mettez la puissance dans les moteurs pour vous enfuir. Et si vous êtes rebelle, vous avez la possibilité de mettre ça dans les boucliers pour essayer de vous en sortir et de piloter. Donc il y a vraiment une espèce de gestion qui se fait via, par exemple, PlayStation 4, vous avez le pad, la croix directionnelle sur le côté gauche qui vous permet comme ça de changer où est-ce qu'est la puissance, qui est très importante parce que vous pouvez être très vite mal pris. Alors, dans la campagne, c'est pas forcément le cas.
parce que ça reste des ordinateurs en face, ça reste relativement simple dans un mode de difficulté pilote. Par contre, en multijoueur, vous n'allez pas la trouver très drôle si jamais vous vous retrouvez sans puissance de feu, avec de ne plus pouvoir tirer parce que vous n'avez pas de puissance dans les lasers et que votre adversaire est en face de vous. Donc il y a vraiment une mécanique à prendre en compte là-dedans qui vous demande des manipulations de plus que juste je lock, je tire, je shoot au laser, etc. Donc il y a ce côté un petit peu plus stratégique qui est très intéressant. Et il y a cette, on va dire, cette osmose que vous pouvez avoir entre les vaisseaux. Comme je vous disais, il y a des vaisseaux de support, il y a des bombardiers, il y a des vaisseaux d'interception. Quand vous commencez le multijoueur, vous vous rendez pas forcément compte de comment ça fonctionne. Mais si vous montez un petit peu dans les niveaux, vous vous rendez compte que une équipe qui travaille en équipe, justement, qui travaille à couvrir ses bombardiers, qui travaille avec des angles d'attaque différents, eh bien, ça, justement, ça vous apporte ça vous amène un vrai avantage. Ouais, c'est un jeu que tu as besoin de vraiment parler avec tes coéquipiers, parce que si tu joues avec 4 coéquipiers qui se parlent pas ou qui n'ont aucune coordination, c'est impossible de gagner. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qui m'a étonné, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous avez un compte à rebours qui, avant que vous puissiez réapparaître, et ce compte à rebours, il n'est pas synchronisé. C'est-à-dire que si vous mourrez et que votre collègue meurt 4 ou 5 secondes plus tard, il va revenir dans le champ de bataille 4 ou 5 secondes plus tard. Ouais. Sauf que si vous allez bille en tête contre les adversaires, une fois, ils vont vous tuer en premier, puis ils vont tuer votre coéquipier, puis ils vont tuer. En fait, vous allez toujours vous retrouver à 1 contre 4, et ça peut donner un sacré carnage à ce moment-là, parce que le temps que les gens se rendent compte qu'ils sont en train de se faire laver, parce qu'ils y vont un par un contre une escouade qui est là, qui est disponible, ça peut faire des dégâts. Donc, à savoir qu'il y a 2 modes de jeu en multijoueur. On va dire le team deathmatch, si vous voulez. C'est-à-dire que vous vous battez contre l'adversaire, puis le but, c'est de tuer le plus possible de vaisseaux. C'est un peu le mode de jeu qu'ils ont mis là rapidement. Peut-être là que t'as pas trouvé beaucoup de monde, parce que les parties sont pas forcément évidentes à trouver dans celui-là. Et surtout très déséquilibré. Sûrement parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Et sinon, vous avez un mode de jeu qui s'appelle Bataille de la flotte, qui est une sorte de équipe contre équipe, mais un petit peu scénarisé. C'est-à-dire que c'est un combat qui se passe en plusieurs phases. La première phase, le but, c'est de prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Comment ça se matérialise ? Vous devez détruire le plus possible vos adversaires. Alors, vous avez les joueurs en face, mais vous avez aussi quelques vaisseaux pilotés par l'IA, donc qui rapportent moins de points, et vous avez une corvette ou un raider qui se balade, qui va vous rapporter encore plus de points. Et la première équipe qui arrive à un certain nombre de points, remplir la jauge, va prendre l'avantage, et donc va avoir le droit d'attaquer le camp adverse. Donc là, on se retrouve dans un attaque-défense. En deuxième phase, vous avez pour mission de détruire 2 corvettes ou 2 nébulons frigates ou 2 corvettes impériales. C'est ça, vous vous battez, c'est des vaisseaux qui sont très compliqués, relativement compliqués à détruire, parce que beaucoup de points de vie, parce qu'ils se défendent aussi, et parce que vos adversaires n'ont qu'une mission, c'est de vous tuer, parce que pour récupérer la main, il faut qu'ils vous tuent le plus de fois possible, de manière à récupérer cette fameuse ascendant psychologique, caractérisée par une barre en haut de votre écran, pour pouvoir, eux, à leur tour, avoir le droit d'attaquer vos navettes. Donc vous avez comme ça cette espèce d'échange où vous allez perdre l'ascendant, donc vous allez devoir défendre vos deux corvettes, vous allez récupérer l'ascendant, vous allez attaquer les 2, etc., jusqu'à que vous arriviez à détruire les 2 corvettes. Arrivé à ce moment-là, vous passez à la dernière phase du jeu, qui consiste à aller détruire le gros vaisseau amiral adverse. Donc, à ce moment-là, vous attaquez le vaisseau a énormément de boucliers, il a aussi plusieurs armements secondaires, emplacements secondaires qui vous permettent de l'abîmer plus rapidement, mais il est très très bien défendu, puis c'est là où l'équipe adverse apparaît. Donc c'est là où vous allez mourir souvent, c'est là où vous allez prendre des coups, c'est là où il va falloir être très malin, pas passer derrière les réacteurs, faites pas comme moi, ça fait des dégâts. donc voilà. Et donc c'est pareil, une fois que l'ascendant psychologique est repris, c'est les adversaires qui vont continuer à la phase où ils étaient, etc. Puis la première équipe à avoir détruit le vaisseau amiral adverse a gagné. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que mettons, tu attaques soit le vaisseau amiral ou les frégates, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que t'es tellement focusé à attaquer les frégates que t'attaques pas les escadrons
qu'eux autres, justement, t'attaquent. Puis c'est ça qui fait que tu perds comme l'avantage. Parce qu'il faut que tu continues à détruire les escadrons pour garder l'avantage. Si tu fais juste focusser sur les navires, ben c'est là que tu vas perdre l'avantage. Puis comme tu dis, c'est là que ça fait... là, faut que tu te ramasses à te défendre juste à temps que là, tu détruis assez de vaisseaux ennemis pour reprendre l'attaque. Puis après ça, si tu faut, c'est du va-et-vient. En fait, c'est là où le jeu d'équipe intervient. C'est-à-dire que si tu as 2 bombardiers qui s'occupent de la frégate et que tu as 2 chasseurs ou un chasseur de support qui sont là pour te ravitailler et ou surtout pour détruire les vaisseaux adverses, parce que les vaisseaux adverses vont avoir tendance aussi à très vite se concentrer sur les gens qui tirent sur les navettes. Ouais. Donc, t'as un espèce de jeu d'équipe qui intervient, à savoir aussi que les cartes sont faites de manière à ce que c'est pas un champ de bataille vide, c'est-à-dire vous avez pas juste, il y en a une carte qui est comme ça où le champ est complètement vide l'un en face de l'autre, mais les cartes sont faites pour avoir plein de débris de part et d'autre, de manière à ce qu'il y ait des sortes de passages secondaires pour arriver soit sur le côté de votre navette. Alors ça va vous prendre plus de temps pour venir, c'est pour ça qu'il faut mettre la puissance sur les moteurs, le boost, etc. Mais vous avez plusieurs angles d'attaque qui vous permettent de plus ou moins contourner l'adversaire ou autre. Vous pouvez vous retrouver carrément au-dessus du vaisseau amiral et décider de descendre en piqué. Il y a plusieurs options qui existent et qui sont tout aussi valables. Chose un petit peu embêtante, je dirais, c'est qu'on n'arrive pas à détecter où est la fin des cartes. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir contourner, puis j'ai pris trop large. Et j'ai pris des dégâts parce que je sortais de la carte, sauf qu'il n'y avait aucune manière pour moi de savoir que je sortais de la carte. Non, c'est comme l'écran un peu rouge, mais là, le temps que tu essaies de te repositionner, il est trop tard. Donc voilà, c'est un petit peu complexe, mais honnêtement, moi je prends un plaisir infini à jouer. Le jeu est très simple, dans le sens où c'est pas un triple A. De toute façon, ça a été annoncé très, très vite. Enfin, ça a été annoncé en juin pour une sortie en octobre. C'est pas un triple A. Et il y a un vrai feeling X-Wing versus TIE Fighter. Vous avez vraiment ce feeling de la simulation spatiale qu'on avait à cette époque-là. Donc tous ces vieux jeux qui vous donnaient un petit peu, même Wing Commander, si vous aviez joué, c'est un peu ce feeling-là de vraiment cette simulation spatiale qu'on avait dans les années 90, qui vous donnait l'impression de piloter un vaisseau. Certes, tout n'était pas réaliste, parce que ça serait très chiant si c'était réaliste, mais on a vraiment ce feeling-là, et ça c'est vraiment très agréable, et le jeu a eu énormément de bonnes critiques, parce que t'as ce feeling-là. Ouais. Ouais, non, exactement. C'est comment je peux dire, moi je m'attendais à ce que ça soit un peu comme le même genre de combats spatiaux que Battlefront, parce qu'on a vu que justement c'était un mode qui devait faire partie du jeu Battlefront 2, puis qui finalement a évolué en son propre jeu. Donc je m'attendais à ce que ça soit un peu dans le même style. Donc, j'ai été agréablement surpris de voir vraiment comment c'était plus complexe. C'est un jeu que si tu ne prends pas la peine de comprendre comment les mécaniques du jeu fonctionnent, tu vas te faire ramasser. C'est impossible de gagner si tu ne joues pas en stratégie, si tu essaies juste d'être tout seul puis essayer de, tu sais, comme l'expression en anglais, c'est un gun-ho, là, tu sais, que moi je m'en vais tout seul puis je tire partout, là. Ça marche pas. C'est impossible de gagner. C'est vraiment beaucoup plus stratégique. Et tout gérer ton vaisseau. Il y a beaucoup de situations où tu dois équilibrer pas ton pouvoir, mais ta force, comme entre ton moteur, ton bouclier, tes canons. Donc il y a tu dois beaucoup changer où tu mets ta puissance, parce que tu peux arriver, tu mets toute ta puissance sur tes canons, t'attaques, puis mettons t'attaques un Star Destroyer, fait que là t'arrives, tu fais comme ta run, t'attaques, mettons je sais pas, sa composante là, qui permet de viser, là, donc t'attaques ça. Là ce qui arrive, c'est qu'une fois que t'as passé le Star Destroyer, là le Star Destroyer lui peut te tirer là, dans le derrière, puis là il te ramasse. Fait que là faut que tu changes ta puissance pour la mettre dans ton bouclier, mais non seulement ça, c'est que là aussi tu dois changer ton bouclier pour mettre toute ta force de bouclier dans le derrière, justement pour pas te faire ramasser par le Star Destroyer, juste à temps que tu retournes puis que tu te remets face au Star Destroyer. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à gérer.
que c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que la campagne est là, parce que la campagne, c'est vraiment comme un gros mode, un tutoriel là, de 10 heures là, à peu près, là, avec une histoire dedans, là, mais c'est vraiment ça qui te permet d'être gagnant. Si tu portes pas attention à ces choses-là, tu gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Mais ça reste très agréable, même la campagne solo, si vous n'êtes pas un joueur un joueur qui joue au multijoueur, la campagne solo est vraiment agréable. Déjà, vous avez plusieurs modes de difficulté. Vous allez quand même avoir du défi pour chaque niveau de difficulté. Vous allez avoir aussi pour chaque mission en solo, donc dans la campagne solo, vous avez 5 médailles. Une médaille qui consiste à terminer la mission, une médaille qui consiste à terminer la mission sous un certain temps, une médaille qui consiste à terminer la mission sans mourir, une médaille qui consiste... Et les 2 autres médailles, c'est deux objectifs particuliers de la mission en elle-même. Et ne serait-ce que ça, jouer pour essayer d'avoir les médailles. Alors vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir d'un coup, hein. Vous pouvez les avoir au fur et à mesure. Mais jouer pour avoir ces objectifs-là, ça vous oblige à jouer d'une manière différente. C'est sûr que si vous essayez de battre le temps, vous allez peut-être pas être aussi... Vous allez être beaucoup plus impulsif, beaucoup plus hargneux, beaucoup plus agressif que si vous êtes en train d'essayer de faire la médaille où il faut que vous mouriez pas. Voilà, vous allez jouer beaucoup plus serré. Peut-être que vous allez prendre un autre vaisseau aussi. Donc il y a plusieurs manières de jouer. Puis le jeu a quand même son petit niveau de difficulté. Le mode pilote, qui est donc le deuxième mode de jeu, le deuxième niveau de difficulté, est quand même correct. Ça c'est accessible. Mais les niveaux de difficulté au-dessus, non, le niveau Ace, c'est quand même pas évident parce que vous mourrez très vite. Oui. Non, exactement. Donc, c'est sûr que pour certains, l'apprentissage peut être difficile, puis ça peut décourager certains. Mais c'est pour ça que c'est... Puis il te laisse pas, hein, quand tu commences le jeu, il ne te laisse pas aller dans le mode multijoueur, là, autre que le mode deathmatch. Il te laisse pas aller dans l'autre mode. Tant que t'es pas assez loin dans la campagne pour avoir compris comme la base de comment le système fonctionne pour pouvoir survivre durant le mode multijoueur. Donc, t'as pas accès tant que je pense que t'es pas rendu à la 2e ou 3e mission dans la campagne, où ce que là, ils jugent que tu es apte à pouvoir faire le mode multijoueur à ce moment-là. Absolument. Mais voilà, il faut le prendre. C'est pas du tout le même jeu que le mode chasseur de Battlefront 2. C'est vraiment pas du tout. Moi, pour avoir joué énormément au mode chasseur de Battlefront 2, d'ailleurs sûrement plus le mode chasseur que le mode avec le personnage, et pour avoir joué plus que plusieurs heures d'ailleurs, hein, sur ce jeu-là, je peux vous le dire, c'est pas le même état d'esprit. Vous avez la différence entre un Ace Combat, si vous voulez, et un jeu type IL2 Stukmovich. Donc là, j'ai parlé que aux anciens. Donc un jeu arcade et un jeu simulation. Voilà, c'est vraiment 2 mondes différents, c'est 2 visions différentes. C'est beaucoup moins grand spectacle, le jeu Squadron, parce que comme vous êtes dans le cockpit, vous avez plus cette sensation de pression, vous êtes plus cette sensation vous êtes dans un petit environnement, vous n'avez pas cette grande respiration que vous pouvez avoir dans Battlefront 2, avec tout l'espace qui est autour, puis vous voyez partout facilement. Là, c'est vraiment, vous voyez que à travers le petit cockpit, qui sont pas très grands finalement. Non, exactement. Et donc voilà, ça donne vraiment cette ambiance, mais c'est très très agréable à jouer. Moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup, et je pense que c'est un jeu auquel je vais revenir régulièrement dessus. Puis tu parlais justement de comment c'était plus dans le style de la série X-Wing, TIE Fighter et tout. Il y a un beau clin d'œil au jeu X-Wing Alliance, ceux qui ont joué Alliance. Donc, si vous portez attention entre les missions, quand vous êtes comme dans le hangar, là, des fois, il y a comme une voix qu'on entend à l'eau-parleur là, qui appelle là, « OK, tel pilote est demandé, blablabla. » Donc, à un moment donné, il appelle le pilote qui est Ace Azamin, qui était justement le nom de notre personnage dans le jeu X-Wing Alliance. Donc, c'est un beau clin d'œil à cette série-là. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais... D'ailleurs, oui. c'est blindé d'easter eggs et de clins d'œil à plein de trucs. Exactement. Donc, juste pour en nommer quelques-uns de ce que moi j'ai remarqué, une des personnes qu'on voit dans Titan Squadron, c'est Avina Von Reg.
Donc, Avina Von Reg, c'est la fille... Non, pas la fille. Je sais pas si c'est la mère ou... En tout cas, elle est en lien avec le major Von Reg de la série Résistance. Donc, c'est lui qui a le TIE Interceptor rouge là, dans la série animée Résistance. Il mentionne Iden Versio de Battlefront 2. Oui. De Battlefront 2. On voit Hera Syndulla, oui. On voit Hera Syndulla, on voit Wedge Antilles. Il parle de la bataille de Mimbam, qui est la bataille dans le film Solo, là, quand Han Solo fait partie de l'Empire. La grosse bataille là, où il rencontre Beckett et tout. Là. Il parle de cette bataille-là dans le jeu, il y a la référence. Il y a un moment, un clin d'œil au livre Alphabet Squadron aussi. Oui, effectivement. Et puis moi, celui que j'ai trouvé comme le Easter egg cute du jeu, c'est quand tu joues du côté de l'Empire. Si tu regardes, quand tu es dans le hangar, tu as ce qu'ils appellent les mouse droids, les droïdes souris. Là. Oui. Si tu focuses sur le droïde souris sans rien faire, là, tu fais juste focuser dessus, là, il va se mettre à chanter la chanson, l'Imperial March. Le tan 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 tan. Donc, je savais même pas celui-là, tu vois. Moi, je m'amusais tout le temps à appuyer sur X pour qu'il parte en roulant. C'est ça. Fait que si tu faut juste focuser dessus sans rien toucher, là, tu fais juste le regarder, là, il va se mettre à faire ça, à chanter. C'est comme si, il est comme, là, fais quelque chose, là, ça, j'ai trouvé ça cute comme clin d'œil. Mais c'est ça. Donc, c'est plein de clins d'œil comme ça à travers le jeu. Là. Si vous connaissez l'univers étendu, là, l'univers canon et tout, puis vous avez vu les films, les séries, vous allez avoir beaucoup de fun. Je pense que le plus gros aussi, c'est Ray Sloan, qui est au début du jeu est Commodore. Hein, c'est Commodore Ray Sloan. Ray Sloan qui est... dans la trilogie Aftermath, merci beaucoup. C'est ça, exactement, dans Aftermath. C'est ça, on la voit dans le début, donc qui est Commodore et même pas amiral. Donc ça, c'est un autre clin d'œil à l'univers étendu. Donc il y a plein de clins d'œil comme ça, c'est vraiment rempli. Là. Tu le vois que l'histoire, même si c'est pas la meilleure histoire, là, ils ont fait beaucoup de clin d'œil à tout ce qui existe dans l'univers Star Wars. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. Là. Si t'es fan de Star Wars, tu remarques plein de choses. Là. C'est sûr que si t'es juste fan des films, tu vas peut-être pas tout remarquer comme ça. Là. Oui, mais ça t'empêchera pas de profiter du jeu quand même. Non, exactement. C'est juste un plus. À aucun moment, tu vas te sentir exclu. Non. Tu vas juste te dire, tiens, pourquoi il me parle de cette bataille? Ou tu vas juste découvrir une bataille. Et au contraire... Tu vas peut-être te dire, hey, le livre, en lisant le livre plus tard, ou en lisant la BD, ou en revoyant le film, mince, tiens, je me souvenais pas que ça parlait de ça dans Star Wars Squadron. Vous allez pouvoir faire peut-être les liens dans l'autre sens. C'est ça, exactement. Puis une autre affaire aussi que moi je trouvais cool, c'est que les studios Motive de EA, c'est à Montréal, donc c'est un jeu qui a été fait à Montréal. Donc ça, c'est un plus. Le chauvinisme québécois. Et voilà. La fierté québécoise. Mais global... Ouais. Oui. Mais globalement, c'est typiquement ce que ça fait combien d'épisodes que je dis la même chose, combien d'épisodes de Gamer, de Star Wars en direct que je dis toujours la même chose, qui est arrêter de faire des AAA avec les jeux Star Wars, c'est pas ce qu'on veut. Je pense très sincèrement que c'est exactement ça, ce type de jeu-là que les gens qui aiment Star Wars attendent et veulent, c'est-à-dire un jeu qui certes, c'est pas le jeu le plus beau, certes, c'est pas le jeu le plus long. Certes, c'est pas le jeu le plus profond. Mais c'est un jeu qui coûte déjà bien moins cher que les autres. C'est un jeu qu'on a reçu rapidement. C'est un jeu qui fait bien ce qu'on lui demande. C'est un shooter spatial, c'est une simulation spatiale. Il le fait et il le fait très bien. C'est un jeu qui se complète et c'est tout. L'univers Star Wars permet de faire un paquet de trucs avec et je pense qu'Electronic Arts gagnerait beaucoup plus d'argent si au lieu de sortir un Battlefront tous les 8 ans là, ou tous les 4 ans, ils avaient fait comme ils l'ont fait là. Ils ont sorti un Fallen Order qui est un jeu d'aventure qui a un AA à peu près. Ils ont sorti, qui était un peu plus long que Squadron. Ils ont sorti Squadron qui a fonctionné, qui a eu son petit succès. Il a eu son succès de mérite. Et on a un shooter, un jeu d'aventure qui continue, qui fasse un jeu de stratégie, qui fasse un jeu de course, qui fasse un jeu
de musique s'ils veulent. Non, c'est une blague. Refaites plus Kinect Star Wars. C'est illégal. Ça, par contre, c'est interdit. Oui, ça, c'est à Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça fait... Et j'ai pas prétention de vouloir donner des conseils, mais je pense très honnêtement que c'est ça qui va permettre de redorer le blason de EA, c'est-à-dire un jeu simple, qui fait très bien son boulot, qui est rapide, et c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on a lui demandé. Squadron fait exactement ce pourquoi il a été fait, et il le fait très bien, et c'est pour ça que les gens l'ont aimé. Ouais, ce qui m'amène à parler peut-être un peu du futur du jeu, s'il y a un futur pour le jeu, dans le sens que EA, comme tu as dit, ils l'ont mentionné quand ils ont fait l'annonce du jeu, le produit que tu as, quand tu l'achètes, c'est le produit final, il n'y a pas de DLC, de planifier, là, dans le sens qu'il n'y a pas de nouvelles planètes, maps, vaisseaux, quoi que ce soit de planifier. Il y a par exemple des items cosmétiques qui vont sortir en lien avec la série de Mandalorian, que je crois qu'ils sont disponibles cette semaine. Donc, il y a ça. Oui. Mais ils n'ont pas planifié, comme ils ont dit, là, ils ont aucun, pas aucune envie, mais il n'y a rien de planifié en quoi de contenu de téléchargement, là, contenu téléchargeable là, pour ajouter soit à l'histoire ou au mode multijoueur. Et je dois avouer que ça peut aller contre le jeu. Parce que, honnêtement, le jeu est très le fun. Sauf que, une fois que t'as joué le mode multijoueur, les modes multijoueurs, que t'as fait les 6 cartes, je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose, là. J'ai l'impression qu'il... Tu sais, tout le temps jouer les mêmes vaisseaux, tout le temps c'est les mêmes... c'est 5 cartes, 6 cartes, je pense que. Tout le temps jouer sur les mêmes 6 cartes. Je pense qu'il y a besoin d'avoir autre chose, pas là, pas nécessairement là, qu'il faut qu'il sorte quelque chose en ce moment, là, mais comme moi je dis là, que parce que le jeu il est bon, puis je pense que le succès c'était peut-être un peu un succès inattendu. Moi c'est ce que j'ai l'impression que tu sais c'était un mode ça devait faire partie de Battlefront 2, puis là il y a eu des changements parce qu'il a fallu qu'ils changent leur stratégie avec Battlefront 2. Puis je sais pas, j'ai l'impression que le mode de jeu de vaisseau c'est le mode le moins populaire sur Battlefront 2, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de nouvelles cartes ou ils n'ont pas fait de nouveaux vaisseaux ou quoi que ce soit. Donc eux autres ils ont pris ce qu'ils ont fait puis ils l'ont transformé en un jeu, puis j'ai l'impression qu'EA a dit ok, on va faire ça, faites un jeu avec ça parce qu'il faut sortir un jeu parce que notre contrat finit, puis il y a quelque chose qu'il faut qu'il sorte, puis il faut montrer qu'on est capable de produire un jeu. Puis là ils ont sorti le jeu. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le jeu a connu un succès. C'est un très bon jeu. Puis moi, comme je te dis, j'ai l'impression que c'est un succès qui n'était pas attendu. Puis là, il se retrouve dans une situation de OK, on fait quoi là? Tu sais, est-ce qu'on développe, tu sais, est-ce qu'on rajoute des vaisseaux? Parce qu'honnêtement, ça serait le fun d'avoir un B-Wing ou avoir un TIE Defender ou avoir, tu sais... Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut pas que tu débalances le jeu. Ce qui fait aussi la force du jeu, c'est que t'es pas débalancé, tu vois. Faudrait pas que ça tombe comme X-Wing miniature où t'es obligé d'acheter les derniers vaisseaux parce qu'ils sont surpuissants comparés aux premiers et tu peux plus jouer les premiers parce que ils sont beaucoup trop faibles. Non, ça je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, j'ai presque envie de te dire... Ouais, tu sais, c'est un succès. Alors, c'est un succès, c'est pas non plus Ghost of Tsushima, tu vois, ça a pas fait autant de ventes. Non, mais c'est un succès, mais c'est un succès qui est très correct. Mais tu vois, pour moi, j'ai presque envie de te dire, bah écoute, c'est un succès, ça fonctionne, le jeu est complet, point, faites-en un autre. Ouais, faites-en un autre, parce que là... solution, ouais. Parce que là, effectivement, je parle pour moi qui suis un grand fan des vaisseaux spatiaux, qui suis un grand fan des shooters, c'est génial, c'est le jeu pour moi. Mais je me mets à la place de la personne qui, lui, préférait un jeu de stratégie. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de jeu de stratégie Star Wars? Ou un jeu tactique, depuis, un tactical Star Wars, tu vois. C'est quoi, Empire at War? Ouais, ça doit être ça, tu vois. Enfin, on est loin, hein. On est loin. Mais tu vois, ça pourrait être fait un jeu tactique. C'est pas ça, bon, faites... je sais pas, il y a plein d'autres types de jeux. Moi, un Star Wars Racer, mais refaites un jeu de course, Star Wars Racer. Tu vois, faites-en un nouveau, tu vois. Je pense à tous ces gens-là qui n'ont pas pu, qui ne trouvent peut-être pas le plaisir parce que c'est pas ce qui les drive le plus, c'est pas ce qui les attire le plus dans Star Wars, les shooters. Moi, j'ai eu mon shooter, je suis heureux.
peut-être que la solution, c'est aller faire un autre style de jeu. Puis sortez-nous un jeu Star Wars tous les 6 mois ou tous les ans, mais un jeu différent, un jeu avec un style différent ou quoi que ce soit. Tu vois, comme là, ils ont fait Fallen Order début de l'année, de Squadron maintenant. Fallen Order, c'était même l'année dernière. Ouais, c'était au mois de novembre l'année dernière. Voilà, tu vois, c'est parfait. Fallen Order, t'as le temps, tu passes maintenant au suivant qui est Squadron, t'as le temps. Puis si seulement ils avaient fait ça depuis le début, qu'ils avaient la licence, mais on serait heureux. Parce que, On serait heureux. Aujourd'hui, on aurait quoi? Peut-être 7 jeux Star Wars, peut-être qu'il y en aurait eu 2 qui auraient été mauvais, il y en aurait eu 3 moyens et 3 bons, tu vois. Bon, bah, on serait heureux quand même aujourd'hui. C'est de valeur parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été cancellés aussi à différents stages de développement. Mais tu sais, comme tu parlais, là, tu sais, un jeu de stratégie ou un jeu de tactique ou quoi que ce soit, un autre jeu aussi, parce qu'ils l'ont annoncé dès le début que BioWare travaillerait sur un jeu Star Wars. Donc BioWare, c'est eux qui ont fait la série Knights of the Old Republic. On n'a pas entendu parler. Et Mass Effect, punaise, non, Mass Effect Star Wars. Mais c'est ça. Un Mass Effect Star Wars, t'imagines? Paf! Mais pas le dernier Mass Effect, la trilogie Mass Effect, pas. Oui, la trilogie, oui, bien sûr. Mais c'est ça. Les bons, pas les mauvais. Ça, exactement. Donc, oui, tu sais, c'est comme, OK, BioWare, ça serait intéressant. Quoique BioWare, dernièrement, leur cote a baissé un peu. Mais, écoute, comment, là, le monde capoterait s'il ferait un Knights of the Old Republic 3 ou quelque chose comme ça, là. Ou tu sais, juste refaire, même pas besoin d'en faire un nouveau, refait le premier. Mais, tu sais, vraiment, là, avec l'évolution de la mécanique, des graphismes et tout, là, le monde, là, il y a du potentiel. Puis comme tu dis, Regarde, tu prends un studio... Alors, sans vouloir manquer de respect à Motif Studio, tu vois, tu prends un studio qui est quand même plus petit, modeste, on va dire ça, modeste, plus modeste, moins connu. Tu sais, Motif Studio, c'est pas BioWare, c'est pas Blizzard, c'est pas ces mastodontes qui, dès qu'ils font un jeu, ça engrange des millions parce que il faut, tu rentres dans des cycles de développement monstrueux. Prends des studios modestes et donne-leur leur chance. Regarde, Motive, tu leur as donné la chance de faire un jeu. Eh ben, beau boulot, Motive. Je sais pas si vous allez nous écouter. Je serais très heureux si vous nous écoutez. Mais vous avez fait du super boulot et je pense que vous pouvez être fiers du produit que vous avez livré parce que c'est un très beau produit. Ça répond aux attentes et moi, je suis plus que satisfait. Ouais, absolument. Donc, écoute, si c'est pas pour faire du contenu supplémentaire, ben, comme tu dis, qui travaille sur le développement d'une suite, ça serait bien plus agréable. Puis je verrais peut-être une suite, tu sais, je sais que tout le monde, non, faut que ce soit l'Empire et les Rebelles, mais peut-être une suite qui est focusée sur dans l'époque de la guerre des clones, ou même du premier Ordre puis de la résistance. Donc, tu sais, ou même peut-être tu choisis un autre temps, là, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du potentiel là, d'avoir ce type de jeu qui peut être assez différent si tu le mets dans une autre époque. Ça donne l'impression d'être très différent. Donc, ça a vraiment du potentiel. Puis la mécanique est là. La mécanique fonctionne, la mécanique est appréciée par les joueurs et tout. Donc, ça, c'est là. Ils ont, comme tu dis, ils n'ont pas besoin de rebalancer tout le jeu. C'est juste, tu adaptes des nouveaux types de vaisseaux ou quoi que ce soit, mais la mécanique est là. Donc, faire une suite qui sortirait dans 2 ans, parce que j'imagine que Jedi Fallen Order 2 va sortir avant. Donc, puis là, il annonce Squadron. Donc, il y a un jeu qui sort. Ils sont équipés là, en ce moment. Là, ils ont des jeux à succès là, pour pouvoir justement produire un jeu par année au moins qui satisfait les fans. Puis c'est des jeux là, comme Jedi Fallen Order puis Squadron. Puis honnêtement, là, Battlefront, tu le joues en ce moment, là, le jeu est vraiment bon. Tu sais, tout. Non, mais là, le problème, c'est que la vraie question, c'est est-ce que Electronic Arts va avoir la licence future? Ben là, c'est ça. C'est ça. On a déjà parlé plusieurs fois. On va voir. C'est quelque chose qu'on va voir. Mais là, tu vois, s'ils donnent la chance à différents studios, justement, de développer des jeux. Donc, on a des chances, on le voit, là, on a des jeux variés. Donc, on semble aller dans la bonne direction. Ça a pris du temps, ça a été difficile au début, mais là, on semble s'enligner. Mais comme tu dis, là, ce qui va arriver avec la licence, est-ce que Disney va vouloir renouveler la licence avec EA? C'est à suivre. C'est ça.
Bon, bah, ceci conclut notre émission de Star Wars en direct. Bon, bah, comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires, réactions, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des commentaires sur ce qu'on vient de dire, partagez-nous aussi toutes vos anecdotes de bataille spatiale, parce que je suis sûr que vous en avez plein. On partagera les nôtres aussi, puis on pourra même faire une émission anecdote Star Wars Squadron si jamais on a assez de contenu. N'hésitez pas à partager tout ça sur notre page Facebook, comme ça on réunit tout au même endroit, ou même sur YouTube, pour comme ça on pourra avoir plein de contenu pour pouvoir peut-être faire un épisode anecdote Star Wars Squadron, ça pourrait être sympa. Et puis si jamais vous voulez nous contacter à l'ancienne, on a aussi l'adresse email studio@starwars.direct pour ceux qui préfèrent les courriels. N'hésitez pas aussi à partager nos épisodes, c'est ça qui nous fait connaître et c'est ça qui permet à plein de gens de nous découvrir, donc n'hésitez pas, même si vous avez des amis qui veulent apprendre le français, partagez, comme ça ils pourront apprendre le français avec nous, ça nous ferait plaisir. On est sur Amazon Music aux États-Unis, donc. Eh ouais, voilà, justement. Où est-ce qu'on peut nous écouter ? Toujours iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast, Amazon Music, et même sur Twitch, pour les petits malins qui ont récupéré nos épisodes sur Twitch. Ouais. Bon, de la part de Jean-François et moi-même, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Bon pilotage, bonne chance dans cette période trouble, et que la force soit avec vous.